Vous êtes bien sur Truth TV au journal et voici les titres de l'actualité. Procès du putsch de septembre 2015, Gilbert Diendéré à la barre ce matin. Le général a nié ce lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. On en parle. Et puis en Somalie, en tout 22 morts et plus d'une dizaine de blessés ce lundi. 7 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un véhicule piégé à Mogadiscio et 15 autres ont été tués par des islamistes dans un centre soufi. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Une étape très attendue dans ce procès marathon, celui du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Le général Gilbert Diendéré, qui avait regretté ce coup de force, a nié ce lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. Gilbert Diendéré est poursuivi, il faut le rappeler, pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline et coups et blessures volontaires. Élisée Bachouno. À la barre ce lundi 26 novembre, le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, dit ne pas se reconnaître dans les faits à lui reprocher. Contrairement à ce qu'il avait confirmé à la presse au moment même des événements en septembre 2015, celui-ci dit ne pas être le commanditaire du putsch du Conseil national pour la démocratie CND mis en place par le régiment de sécurité présidentielle RSP. Il a reconnu tout de même avoir posé des actes qui pourront l'impliquer dans cette affaire. Durant tout le temps de son audition, le général s'est beaucoup penché sur les questions de généralité, c'est-à-dire les jours qui ont précédé les 30 et 31 octobre 2014 et le 16 septembre 2015. Un peu plus loin dans sa narration, le général a déclaré, je cite, « Je me suis vu obligé d'être au devant des choses malgré moi. Ma décision a été celle de contribuer à calmer la colère des hommes, notamment le RSP. Son conseil a formulé une requête de suspension pour reprendre le lendemain. L'audition se poursuit ce mardi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Près de 2 mois après la crise qu'il a connue, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme était en congrès extraordinaire le samedi 24 novembre dernier. Congrès au cours duquel des motions d'exclusion ont été faites en l'endroit de 4 membres, dont le président du parti, Kissouen Lassida, François Ouedraogo. Un bureau a été mis en place et une recommandation a été faite. Le point avec Sylvie Thiamtoré. Participants du congrès extraordinaire tenu le 24 novembre 2018 à Ouagadougou, excluons le camarade Lassida François Ouedraogo du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme RDS. En plus de François Ouedraogo, 3 autres membres du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, dont Yvette Dambélé, 3e vice-présidente, ont été exclus lors du congrès extraordinaire du parti le samedi 24 novembre. La tenue de ce congrès était la mission principale du comité de crise le 6 octobre dernier à l'issue de l'altercation entre les membres du parti. Au cours de ce congrès, un nouveau bureau a été mis en place et il se donne pour mission première d'étendre le parti dans les 13 régions du Burkina Faso. Notre parti a eu un tout petit peu son image écornée avec la crise que nous avons vécue et nous comptons redorer en tout cas l'image du parti à travers les activités qui seront visibles sur le terrain, à travers en tout cas notre présence dans les provinces. Et nous allons également en tout cas marquer notre engagement auprès du gouvernement dans le mouvement qui est à savoir l'Alliance des partis pour la mouvance orientale, la PMP. Nous allons être présents et pour soutenir le gouvernement dans ses engagements. En plus du renouvellement du parti, d'autres actes ont été posés. Il y a les textes qui ont été revus, les statuts, le règlement intérieur. Nous avons en tout cas relevé des insuffisances qui n'ont pas permis de juguler cette crise. Et c'était une personne qui avait seulement le droit d'être citée. Et
les sceaux n'étaient pas explicités au niveau des textes, à savoir les droits et devoirs du président. Donc également au niveau de la trésorerie, nous avons donné une clé de répartition des cotisations et d'autres ressources que le parti devait engranger. Ça devait également aboutir à quelque chose qui devait atteindre les sections, la base. La base ne devait pas manquer de moyens, mais avant le parti, c'était le bureau national seulement qui avait les moyens. Et la base, c'est ponctuellement que l'appui venait. Des révisions qui permettront au parti d'éviter d'autres crises en son sein. Le nouveau bureau au nombre de 28 membres est élu pour 3 ans. Il compte travailler à redorer le visage du parti et à réconcilier tous les membres du parti. Ce 23 novembre 2018, la commune rurale de Sendou a initié la journée de l'excellence de Sendou, qui a pour objectif d'encourager les acteurs de l'éducation de la province de la Léraba. Ce sont en tout 23 personnes qui ont été récompensées et c'était en présence de notre reporter Abdoulaye Konaté. Magnifier l'excellence en milieu scolaire et améliorer les performances du monde éducatif dans la province de la Léraba, c'est sur ce que le premier responsable de la commune de Sendou s'est donné comme cheval de bataille à travers la journée de l'excellence. En effet, ils sont 23 lauréats, élèves et enseignants à être distingués au cours de l'année 2017-2018. L'objectif de cette organisation, c'est d'encourager les jeunes, les enfants, à faire de la concurrence positive. Donc, d'encourager les enfants qui travaillent, mais également de faire en sorte de garantir le développement de l'école. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans éducation. Et l'éducation commence à la base à l'école. Une action qui, selon Mama Ouattara, va inciter les autres à mieux travailler et encourager les bénéficiaires à redoubler d'efforts. Pour la deuxième fois consécutive, la circonscription de l'éducation de base de Sendou s'est hissée au premier rang, toute chose qui se doit d'être saluée par le haut-commissaire de la province. C'est vraiment une grande satisfaction et j'espère que les enseignants, aussi bien les enseignants que les élèves, maintiendront ce cap de l'excellence. Plus de la moitié des élèves excellents sont des filles. Et ici, la culture est telle que la jeune fille, on lui donne en mariage de façon précoce. Donc je voudrais exhorter les parents à laisser leurs filles aller à l'école et à les laisser achever leur cursus scolaire. Pour les bénéficiaires, c'est un motif de satisfaction et promettent de conserver ses acquis. Moi, c'est un sentiment de joie et en même temps une invite à mieux faire pour l'année à venir. Cette journée de l'excellence, deuxième du genre, a permis aux lauréats de repartir avec des kits scolaires, des vélos, des certificats de mérite et bien d'autres. Rappelons que Sendou est une commune rurale située dans la province de la Léraba, dans la région des Cascades. Depuis sa mise en place, l'Union nationale de mise en œuvre du CIR travaille dans des projets pour le renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame, notamment 4 ans après sa mise en œuvre. Une délégation du CIR séjourne au Burkina Faso pour voir comment évoluent les projets qui ont bénéficié de leur soutien et leur impact sur les populations. Sylvie Thiamtoré. Les filières du sésame, du cajou et de la mangue connaissent un faible niveau d'organisation des acteurs, des difficultés d'approvisionnement en matières premières, un faible accès au financement et un coût élevé de la technologie. Pour apporter donc des solutions et partant de l'aide aux commerçants, aux producteurs et aux transformateurs, le cadre intégré renforcé CIR depuis 4 ans soutient les associations et les usines de transformation de ces filières. Et le jeudi 22 novembre, le cadre, à travers une tournée chez des bénéficiaires, a constaté de visu l'impact de son investissement. La première visite, c'était avec l'interpromotion de la filière sésame. Et lors de cette visite, nous avons fait ressortir l'ensemble des acquis du projet sésame que le cadre intégré renforcé a financé. Et à la suite de cette visite, nous avons été à l'unité de Madame Sawadro. C'est une unité de transformation du sésame. Aujourd'hui, elle a un niveau de production très avancé avec un grand nombre d'employés également, ce qui est un motif de satisfaction. Et la dernière visite, c'est avec l'entreprise Rose Éclat, qui est une unité de transformation de la mangue. Il en encadre parfois aussi certains produits hors saison.
et nous avons vu que les produits que nous avons pu apporter en termes d'équipement, en termes d'appui, de renforcement des capacités, ça a vraiment porté fruit. De par l'interprofessionnel de la filière anacarde et de la mangue, l'usine Rose Éclat a bénéficié de l'aide technique et financière du CIR. J'ai pu rencontrer de nouveaux partenaires, j'ai pu aller sur plusieurs aires de promotion de mes produits. J'ai reçu aussi un appui à la certification. Et à la bénéficiaire d'ajouter le renforcement des capacités de son personnel. L'interprofessionnel de la filière du sésame est revenu au cours de cette visite sur toute l'aide qu'il a reçue du CIR. Dans la filière, les transformatrices ont reçu des équipements à même de pouvoir traiter le sésame et avoir une huile acceptable. Et au niveau de la production, la recherche, nous avons vu la main du cadre intégré qui a solutionné beaucoup de problèmes agricoles. Le soutien du cadre intégré renforcé à la production et à la commercialisation est à sa dernière phase et les bénéficiaires souhaitent que d'autres formes de cadre intégré renforcé naissent pour que la filière de noix de cajou, de mangue et du sésame puisse bénéficier encore d'appui. Pour le chef de la délégation du cadre intégré renforcé, le Burkina Faso fait partie des pays porte-flambeau du cadre en termes d'exemples de réussite et de perspectives à présenter aux autres pays. Ils ont exprimé leur soutien aux forces de défense et de sécurité. La coalition des organisations de la société civile de la commune de Zignaré, dans la région du plateau central, s'est mobilisée pour une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité pour le travail abattu dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Mamidriana Kamambou pour les détails. Des centaines de personnes des organisations de la société civile de la commune de Zignaré ont manifesté leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Ce collectif a également exprimé son mécontentement contre les attaques terroristes dont le Burkina fait face depuis janvier 2016. À travers cette marche, ces organisations ont interpellé les autorités à redoubler d'efforts afin de lutter contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes leurs formes au pays des hommes intègres. En ce moment de guerre, nous avons une pensée pieuse à l'égard de nos forces de défense et de sécurité qui sont constamment mises à l'épreuve. En ces durs moments où vous laissez sur les champs de bataille vos vies, vous avez tous notre soutien. Sachez que ce sacrifice ultime que vous consentez pour notre mère patrie n'est pas vain. Que vous soyez militaire, gendarme, policier, sapeur-pompier, agent des eaux et forêts, garde de sécurité pénitentiaire, douanier, nous vous invitons à l'union sacrée. À nos gouvernants, certes, des efforts sont consentis. Cependant, nous vous demandons de redoubler d'efforts au fin de doter nos FDS de plus de moyens dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Le secrétaire général de cette région, lui, se félicite de cette initiative. Il a exhorté tous les habitants du plateau central à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour combattre l'ennemi. Je voulais effectivement vous féliciter encore pour cela et espérer que le mot que vous avez lancé ce soir, nous le prenons et nous allons le transmettre à qui de droit pour qu'effectivement ce que vous avez sollicité comme engagement beaucoup plus fort des autorités administratives, ce soit perçu et que ce soit réalisé. Je pense que c'est ce petit mot que je voudrais dire. Et demander à chacun de vous ici présents de rester le collaborateur le plus discret des forces de défense et de sécurité. On n'a pas besoin de crier sur les toits. De façon indirecte, de façon discrète, on peut coopérer avec les forces de défense et de sécurité et être opérationnel. Et montrer jusqu'où on est capable, jusqu'où on est burkinabé intègre et soucieux de l'intégrité de notre pays. Au total, plus de 500 personnes ont pris part à cette marche. Les membres de cette coalition ont pris l'engagement de rester auprès de FDS et de faire de leur mieux pour amener l'ensemble des populations à une collaboration effective.
La 5e édition du Salon international du textile africain CITA aura bel et bien lieu, a rassuré le comité d'organisation de ce salon ce lundi 26 novembre 2018 au cours d'une conférence de presse. Et sur une trentaine de pays attendus, 17 ont déjà confirmé leur participation à cette 5e édition qui se tiendra du 28 au 30 novembre prochain au CIAO sous le thème « Avenir du textile africain, défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique ». Maxime Jean-Eudes de Bambara pour les détails. Tout est fin prêt pour la 5e édition du... À des jours de la tenue du CITA, Salon international du textile africain, c'est un comité d'organisation qui se veut rassurant à travers cette conférence de presse quant à la tenue effective de la 5e édition de ce salon. Une 5e édition qui, pour la directrice, tiendra toutes ses promesses, la présence de certains pays africains étant déjà confirmée dans la capitale burkinabé. À ce jour, nous sommes à mesure de vous annoncer que l'ensemble des activités programmées auront bel et bien lieu, soit au total 6. Une trentaine de pays attendus, soit 17 déjà confirmés, seront présents pour cette 5e édition. Certains sont même déjà arrivés. En effet, une trentaine de pays dont le Burkina vont défiler au rythme de la fanfare afin de montrer aux yeux du monde un pan de la diversité vestimentaire du continent africain. Parade de tenue traditionnelle africaine, conférence débat sur le thème de l'édition, soirée défilé de mode, exposition vente marqueront ce salon qui refermera ses portes le 30 novembre prochain à travers une soirée récompense dénommée Nuit du coton. Cette soirée vise à célébrer et à récompenser les acteurs du CITA, stylistes, mannequins et exposants, qui se seront distingués par la qualité de leur participation et aussi de quelques personnalités et citoyens qui quotidiennement par leur style vestimentaire ou leurs actions contribuent à la promotion du textile africain. À cette édition 2018 du CITA, les réflexions porteront sur l'avenir du textile africain, notamment les défis environnementaux et les perspectives de développement socio-économique de ce secteur. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement de cette fête du textile africain, rassure par ailleurs le comité d'organisation. Actualité hors de nos frontières. Au Mali, la mort du chef djihadiste Amadou Koufa, annoncée ce week-end par les autorités françaises et maliennes à l'issue d'une opération militaire conjointe, constitue un succès significatif de la lutte contre les groupes armés dans le centre du Mali où se concentre l'essentiel des violences qui déchirent le pays. Amadou Koufa, prédicateur radical malien, est parvenu il y a 3 ans dans le centre du Mali où lui sont attribués plusieurs des violences qui, mêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait plusieurs centaines de morts depuis le début de l'année. En Somalie, au moins 7 personnes ont trouvé la mort ce lundi dans l'explosion d'un véhicule piégé dans un marché très animé de Mogadiscio, la capitale. On comptabilise également 5 blessés. L'explosion s'est produite après que les forces de sécurité ont arrêté un véhicule suspect au marché dans le sud de la ville. Et plus tôt ce matin, 15 autres personnes ont été tuées par des islamistes dans un centre soufi. 10 autres blessés dans la ville de Galkayo, au centre de la Somalie. Le point dans cet élément. Au moins 7 personnes ont été tuées et 5 blessées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché très animé de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a-t-on appris de sources policières et auprès de témoins. Selon la police, les forces de sécurité ont intercepté un véhicule suspect à l'entrée du marché de Kaogodei dans le sud de Mogadiscio et forcé le chauffeur à en descendre quelques minutes avant qu'il n'explose. Le suspect est maintenant aux mains des forces de l'ordre selon le responsable de la police. L'attaque n'a pas immédiatement été revendiquée, mais les militants islamistes Shebab font régulièrement exploser des véhicules piégés à l'entrée d'hôtels ou de bâtiments publics à Mogadiscio. En 2017, ce même marché de Kaogodei avait été la cible d'un autre attentat à la voiture piégée qui avait fait au moins 39 morts. Les Shebab ont revendiqué une attaque lundi à l'aube contre un lieu de culte à Galkao dans le sud, dans laquelle au moins 15 personnes dont le chef d'une secte soufi locale ont été tuées et 10 blessés. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.
On parle d'enlèvement dans la suite de cette édition. 15 filles enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans le sud-est du Niger à Difa. Des parlementaires de cette région proche du Nigeria demandent au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver ces filles. Il y a eu des enlèvements massifs de 15 femmes vendredi nuit dans les environs de Toumour, une commune située à l'est de la ville de Difa, a déclaré devant la presse Lamido Moumouni, le porte-parole des parlementaires. Les premières informations samedi avaient fait état d'une dizaine de jeunes filles kidnappées, un rap immédiatement attribué à Boko Haram. Les élus de Difa ont demandé au gouvernement un déploiement militaire massif pour mettre en confiance les populations de Toumour qui vivent des moments extrêmement difficiles. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes hier nuit. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire. Si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Ce rap intervient après le massacre dans la nuit de mercredi à jeudi de 8 civils d'une équipe de foreurs et de techniciens de Foraco dans le village de Toumour, là encore attribué à Boko Haram. La semaine passée, des ONG ont commémoré les 500 jours de l'enlèvement en juillet 2017 de 39 personnes, 33 femmes et 6 garçons par Boko Haram à Ngalewa, un village au nord de Difa. Les ravisseurs avaient également égorgé 9 villageois. Selon une source sécuritaire, les otages de Ngalewa et de Toumour ont pu être conduits dans les zones marécageuses et difficiles d'accès du lac Tchad, situé à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Difa est le théâtre de nombreuses attaques de Boko Haram depuis février 2015. Au moins 5 soldats et 5 civils nigériens y avaient été tués en janvier et en mars. La commune de Toumour, à elle seule, a subi une dizaine d'attaques sanglantes de Boko Haram, a déploré un habitant. En 2016, la culture du poivron, un pilier de l'économie locale, avait été de nouveau autorisée après 2 ans d'interdiction dans la région où cette filière est soupçonnée de financer les activités des islamistes. En revanche, les activités agricoles ne sont pas encore autorisées sur les terres fertiles trop proches de la frontière nigériane, d'après les autorités. En octobre, le Parlement a reconduit l'état d'urgence imposé dans la région depuis 2016. Après, quand on aura fini ici, vous allez vous retirer pour parler. Pour lui, l'État français ne fait pas assez. Le fils de Sophie Petrona attend plus de la France. Sébastien Chadeau-Petrona a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère humanitaire française détenue au Mali depuis maintenant 2 ans. Emmanuel Macron doit clarifier sa position sur l'éventuelle rançon pour libérer Sophie Petrona, otage française détenue au Mali depuis près de 2 ans, a réclamé samedi soir son fils Sébastien Chadeau-Petrona. Définitivement non, mon État ne fait pas assez. Il nous fait savoir que tous les moyens sont mobilisés, mais on n'a pas d'explication et on n'a pas de concret. Donc tous les moyens sont mobilisés, oui, c'est-à-dire que l'État français fait des recherches, essaye de localiser ma mère, essaye de déterminer avec précision qui détient ma mère, qui est responsable de son sort, qui est notre interlocuteur, mais tout ça ne suffit pas. Sébastien a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère après un récent message vidéo très alarmant des ravisseurs. Concernant la question des rançons, je demande à M. Macron de clarifier sa position, a-t-il dit. L'État français n'a pas mis en place le mécanisme de communication et c'est pourquoi je me rends sur place et je ne me vois pas
possible de rentrer en France tant que je n'ai pas réussi à mettre en place ce mécanisme de communication. Dans une vidéo reçue le 11 novembre, l'otage française n'apparaît pas, c'est uniquement un message des gens qui la détiennent. On la voit en photo, elle est sur fond d'écran et elle est alitée, avait alors décrit son fils en qualifiant d'extrêmement préoccupant le contenu de ce message. Monsieur Macron a le droit de sacrifier l'otage en sa qualité de chef des armées, mais le sacrifice est la résultante d'un refus de négociation. Donc il a aussi un devoir de transparence et je crois que dans la situation d'urgence où on a tous peur qu'elle soit en train de mourir, s'il y a refus de négociation, je pense qu'il est temps maintenant de l'acter, a affirmé son fils. Tous les Français et le président et même les gens qui sont en face de nous, les djihadistes, personne ne veut qu'elle meure. Donc on doit maintenant prendre la mesure de l'urgence et trouver une solution rapide. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, a été reçue mi-juin et il y apparaissait très fatigué et le visage émacié et en appelait au chef de l'État. La septuagénaire, qui au moment de son enlèvement à Gao, Nord Mali, le 24 décembre 2016, dirigeait une association d'aide aux orphelins, affirmait dans sa dernière vidéo redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée. Tunisie, manifestation contre la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, attendu mardi à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La secrétaire générale du syndicat national des journalistes tunisiens appelle lors d'une conférence de presse donnée à Tunis à saboter cette tournée. Des syndicats et associations en Tunisie ont appelé à manifester lundi contre la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, attendu mardi à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. L'éditorialiste saoudien critique du pouvoir a été tué et démembré le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul, un meurtre qui a terni l'image de l'Arabie saoudite, notamment celle du prince héritier accusé par la presse et des responsables turcs d'avoir donné l'ordre de le tuer. Mohamed Ben Salman, qui s'est rendu aux Émirats arabes unis puis à Bahreïn, est attendu pour quelques heures mardi à Tunis selon la présidence tunisienne. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé au pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis en Arabie saoudite. Le SNJT et une dizaine d'organisations, dont la Ligue des droits de l'homme ou l'Association des femmes démocrates, ont appelé à manifester lundi et mardi à Tunis. Alors, nous avons organisé cette conférence de presse aujourd'hui avec la société civile, avec le représentant et représentante de la société civile pour exprimer notre refus total et notre dénonciation de la visite du prince héritier saoudien El Saoud. Des organisations estudiantines ont aussi appelé à manifester mardi à Tunis et à Sfax. Dans une lettre ouverte à la présidence tunisienne, le SNJT a dénoncé cette visite comme une violation flagrante des principes de notre révolution. Bien sûr que c'est un danger pour la transition démocratique, parce que dans un pays qui est la Tunisie, qui avance vers la démocratie, qui veut faire une société démocrate, donc on ne peut pas accepter de recevoir ou d'accueillir un prince héritier donc douteux. La Fédération internationale des journalistes a soutenu la position courageuse du SNJT dans une lettre adressée à ce syndicat. Début octobre, l'armée de l'air tunisienne a mené en Tunisie les premières manœuvres jamais organisées avec les forces saoudiennes et qui avaient été vivement critiquées par des ONG locales. Après le naufrage d'un bateau de plaisance sur le lac Victoria, les recherches pour trouver des survivants se poursuivent. Une trentaine de personnes sont mortes et plus de 60 autres sont sans doute noyées lors du premier accident de ce genre en Ouganda. La rénovation pas au point afin de profiter de la saison rentable des fêtes de fin d'année serait à la cause de ce drame, selon des témoins. Le navire à bord duquel se trouvaient près d'une centaine de personnes qui buvaient, dansaient et écoutaient de la musique a coulé samedi par mauvais temps lors du dernier naufrage en date sur le plus grand lac d'Afrique. 30 corps ont été retrouvés et 27 personnes secourues, a déclaré une porte-parole de la police, précisant que le drame s'était produit à 150 mètres seulement du rivage. Now we are searching for the dead.
Nous cherchons les morts et d'après les renseignements fournis par les témoins, ils disent qu'il y avait environ 120 personnes. C'est d'après les témoins. Et jusqu'à présent, nous avons récupéré que 28 corps, ce qui signifie qu'un très grand nombre est toujours piégé sous les eaux. D'après ce que disent les survivants, c'est à cause de l'état mécanique du bateau. Et bien sûr, l'eau était agitée ce soir-là. Le bateau, décoré de dents de requin peintes sur la proue, a coulé au large de Mutima, dans le district de Mukono, près de la capitale Kampala. Selon différents responsables et témoignages, la surcharge et le mauvais temps sont probablement à l'origine de l'accident. Facteur aggravant, les secours auraient tardé à intervenir, beaucoup de gens ne savaient pas nager et avaient trop bu. D'autres ont aussi affirmé que le bateau avait pu être remis rapidement en service après une remise en état afin de profiter des fêtes de fin d'année. Les secours ont été lents à réagir. Des pêcheurs ont essayé de secourir les naufragés, mais figurent parmi les victimes. Selon des riverains, le bateau dont le propriétaire et sa femme ont péri dans l'accident était loué pour des fêtes tous les week-ends et souvent surchargé. Dimanche matin, le centre de loisirs de Mutima Country Haven avait été transformé en morgue où la police rassemblait les corps des victimes. Le porte-parole de la police, Emiliana Kayema, a déclaré que les recherches de survivants se poursuivaient. D'une superficie de 70 000 km², le lac Victoria a à peu près la taille de l'Irlande et se partage entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Il n'est pas rare que des ferries chavirent et le nombre de décès est souvent élevé en raison d'une pénurie de gilets de sauvetage et du fait que de nombreux passagers ne savent pas nager. Et c'est la fin de cette édition, un journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Moussa Boubila et Assami Tiamtore vous retrouvent à 21h pour le magazine des sports. Bonne suite de programme sur Tru TV.